Voici votre tour d'horizon rapide sur le chapitre 8 du manuel de secourisme concernant les intoxications en milieu de travail et aux opioïdes. Ce document officiel de la CNEST détaille les protocoles d'urgence vitaux pour réagir face à l'exposition aux produits chimiques ou aux surdoses, vous montrant exactement quoi faire quand chaque seconde compte. Alors premièrement, penchons-nous sur le protocole médical 8.1 pour les intoxications au travail. Si quelqu'un est exposé à un produit toxique, sécurisez tout de suite les lieux, puis décontaminez la victime. Et écoutez bien, ne la faites jamais, au grand jamais, vomir de vous-même. Consultez plutôt la fameuse fiche de données de sécurité ou appelez direct le centre antipoison. Deuxièmement, il faut absolument savoir repérer une surdose d'opioïdes. Vous savez, des drogues comme le fentanyl ou la morphine, ça ralentit et ça arrête littéralement la respiration. C'est vraiment dangereux. Donc, cherchez toujours ces 3 signes clés. Une altération de la conscience, des pupilles vraiment minuscules et une respiration absente ou agonale. Troisièmement, pour intervenir, on applique le protocole médical 8.2. Là, la naloxone en vaporisateur nasal devient votre meilleur allié. Si la personne ne respire plus, hop, commencez la RCR, donnez la naloxone et sortez le défibrillateur. Si elle respire encore, on donne la naloxone et on la place en position latérale de sécurité. Et franchement, peu importe le scénario, appelez toujours les secours. En fin de compte, la survie dépend d'une identification rapide de la substance et d'une action ciblée. Alors pour maîtriser ces gestes indispensables, restez à l'écoute car notre épisode complet sur ce sujet suit à l'instant. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à une réalité souvent ignorée, mais vraiment omniprésente. Les dangers invisibles sur le lieu de travail. Exactement. Le lieu de travail moderne regorge de ces dangers absolument invisibles. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer le fameux chapitre 8 du manuel de secourisme de la CNEST. La 9e édition pour être précis. Oui, la 9e. On va se concentrer sur les intoxications en milieu de travail, donc le protocole 8.1, et la crise émergente des surdoses d'opioïdes, avec le protocole 8.2. L'objectif, c'est vraiment de transformer ce manuel très technique en un guide de survie captivant pour tous ceux qui veulent être prêts à réagir. Et sans se noyer dans le jargon médical au passage. Voilà. Et qu'au lancer la discussion, j'ai trouvé une réflexion assez étonnante dans nos sources. On s'imagine qu'une intoxication mortelle au travail, ça vient toujours d'une explosion spectaculaire ou d'un nuage toxique jaune fluo. Le scénario catastrophe classique de cinéma. Exactement. Mais en fait, non. Parfois, ça survient très bêtement. Simplement parce qu'un travailleur a mâché le bout de son stylo qui était contaminé. Ok, décortiquons ça. C'est vraiment l'accroche parfaite parce que ça montre bien la nature insidieuse des choses. Comprendre ces protocoles, c'est avant tout comprendre comment notre corps réagit à une invasion chimique. Une invasion silencieuse. Tout à fait. Une intoxication, c'est pas un interrupteur qu'on allume. C'est la CNST qui le définit très bien. C'est une substance toxique, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, qui entre en contact avec l'organisme et l'empoisonne à l'échelle cellulaire. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point les portes d'entrée sont variées. Il y a 4 voies d'infiltration. Les 4 portes d'entrée, oui. La première, c'est l'absorption cutanée. La peau. Voilà. On pense que notre peau est une armure, mais face à des herbicides, des insecticides ou les solvants qu'on trouve dans l'école industrielle, c'est très poreux. Le danger, c'est le contact direct. Même à travers une égratignure. Surtout à travers une égratignure. Le produit chimique contourne la barrière cutanée et passe directement dans le sang. D'accord. Donc ça, c'est la peau. Ensuite, il y a l'inhalation, j'imagine. Oui. Les vapeurs, les gaz, les aérosols, eux, ils frappent directement le système respiratoire. Et ça doit être super rapide vu la surface de nos poumons. C'est quasi instantané. La toxine traverse la membrane alvéolaire et hop, elle est dans la circulation sanguine. Ce qui nous ramène à la 3e voie, l'ingestion. L'histoire de notre fameux stylo contaminé de tout à l'heure. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont les intoxications par ingestion au travail sont souvent très graduelles. C'est-à-dire ? C'est rarement quelqu'un qui boit une bouteille de solvant par erreur. C'est plus manger son sandwich avec des mains mal lavées ou fumer une cigarette souillée par des résidus chimiques. C'est une micro-ingestion qui s'accumule. Ah oui, c'est sournois. Et la 4e porte ? L'injection, c'est plus rare. On voit ça surtout dans les laboratoires avec des seringues ou des stylos piqueurs. Donc le poison entre ? Et là, l'organisme déclenche des symptômes systémiques. Si j'ai bien compris, les signaux d'alarme dépendent du système touché. Absolument. Par exemple, le système nerveux central va réagir par des maux de tête fulgurants ou de la confusion. Le système respiratoire, ça sera plutôt une toux sévère ou une peau bleutée. La cyanose, c'est ça ? C'est ça. Le système cardiaque, lui, va présenter un pouls irrégulier. Et le système digestif, des nausées violentes. C'est le corps entier qui signale que ça va pas.
Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec le protocole 8.1, l'intervention face aux toxiques industriels. La règle numéro 1 de ce protocole m'a fait sourire parce qu'elle est d'une logique implacable. Ne pas devenir une victime soi-même. C'est la base de tout secourisme, la sécurité avant tout. C'est dur pourtant, non? L'instinct, c'est de courir aider le collègue qui s'effondre. C'est un instinct très noble, mais terriblement dangereux en milieu toxique. Il faut impérativement confirmer que les lieux sont sécuritaires et éviter absolument tout contact avec le produit. Un secouriste intoxiqué ne sert à rien. Il complique même la tâche des secours. Exactement. Il faut agir intelligemment plutôt que précipitamment. La CNSTT stipule qu'il faut utiliser les ressources vitales à notre disposition. Les fameuses fiches. Oui, la fiche de données de sécurité, l'AFDS, elle est cruciale. L'étiquette du produit aussi. Et il y a ce numéro magique à retenir absolument au Québec. Le centre antipoison. Le 1-800-463-50-60, c'est vraiment la ligne de vie. Ce sont des spécialistes qui vont guider le secouriste en temps réel. Parce qu'il y a des choses à faire, mais surtout des choses à ne pas faire. Par exemple, le premier réflexe quand quelqu'un avale un poison, c'est de le faire vomir. Et c'est la pire chose à faire. Pourquoi exactement? Sauf si un spécialiste du centre antipoison donne l'ordre contraire, il ne faut jamais faire vomir. Parce que le produit corrosif a déjà brûlé l'œsophage en descendant. Aïe. S'il remonte, il va recréer exactement les mêmes dégâts. C'est une double brûlure chimique. D'accord. Donc on ne fait pas vomir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout concernant la réanimation cardio-respiratoire, la RCR. Oui, c'est un point critique après l'inhalation d'un produit toxique. Si la victime ne respire plus, l'instinct, c'est le bouche à bouche. Formellement interdit. C'est une interdiction stricte. L'air expiré par la victime ou l'air qui sort pendant les compressions thoraciques est saturé du gaz toxique qu'elle a inhalé. Donc le secouriste s'intoxique directement. Directement dans ses propres poumons, oui. Il faut impérativement utiliser un ballon-masque ou un masque de poche équipé d'une valve unidirectionnelle. C'est fascinant de voir à quel point les réflexes normaux de sauvetage sont inversés ici. Et ça m'amène au cas extrême du cyanure. C'est abordé en profondeur dans nos sources. Le cyanure, c'est le posant foudroyant par excellence. On le trouve beaucoup dans la métallurgie, les plastiques ou le secteur minier. Ça peut tuer en quelques minutes, c'est bien ça, hein? Malheureusement, oui. Le mécanisme est terrifiant. C'est ce qu'on appelle une asphyxie cellulaire. Comment ça marche au juste? Le cyanure annule littéralement la capacité des cellules de l'organisme à utiliser l'oxygène. Le sang est rempli d'oxygène, mais les cellules ne peuvent pas l'absorber. C'est une suffocation de l'intérieur. C'est effrayant. Et j'imagine que l'intervention classique ne suffit pas là. Non, ça exige une formation complémentaire très spécifique pour les secouristes. Les étapes sont drastiques. Décontamination hyper rapide, retrait des vêtements, mais attention avec des gants spéciaux. Pour ne pas se contaminer la peau? Voilà. Ensuite, rinçage à grande eau et administration immédiate d'oxygène à 100%. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, on voit bien que l'industrie moderne nécessite une préparation pour les pires scénarios chimiques possibles. C'est pour ça que la gestion stricte des antidotes par les employeurs sur les lieux de travail est vitale. On ne peut pas juste attendre l'ambulance. Et justement, en parlant d'antidotes, ça nous fait une transition parfaite vers le protocole 8.2. On quitte les usines chimiques pour parler d'une menace qui franchit désormais les portes de tous les milieux de travail. La crise des opioïdes. Exactement, un vrai changement de paradigme. La loi interdit de travailler avec des facultés affaiblies, mais la réalité, c'est que le fentanyl, l'héroïne ou la morphine sont présents. Au point où le ministère de la Santé, le MSSS, recommande fortement l'utilisation d'antidotes par les secouristes en milieu de travail. Comment les opioïdes tuent-ils concrètement? On a parlé de suffocation pour le cyanure, mais ici c'est différent. Très différent. Les opioïdes agissent sur le cerveau. Ils affectent la zone précise qui contrôle la respiration automatique. Le cerveau oublie de respirer en quelque sorte. C'est une bonne façon de le vulgariser. Le rythme respiratoire ralentit de plus en plus, jusqu'à l'arrêt complet. C'est une dépression respiratoire mortelle. Et comment un secouriste peut reconnaître cet ennemi-là? Comment savoir que c'est une surdose et pas une crise cardiaque? Il y a des signes cliniques très distinctifs listés par nos sources. Le premier, c'est au niveau des yeux. Des pupilles très petites. Le myosis, c'est le terme technique. Oui, des pupilles minuscules comme des têtes d'épingle. Ensuite, il y a la respiration qui est très lente ou des bruits de suffocation, de forts ronflements. Et au niveau de la peau? Une peau froide et moite, et encore une fois, la cyanose. Les lèvres et les ongles qui deviennent bleus par manque d'oxygène. Dès qu'on voit ces signes, c'est là qu'entre en jeu l'antidote, la naloxone.
Moi, je vois ça comme un bouton pause d'urgence. C'est une excellente analogie. C'est souvent un vaporisateur nasal qui va renverser temporairement les effets de la surdose. Temporairement, c'est le mot-clé. Mais avant de parler de la durée, il y a un point crucial soulevé dans le manuel. C'est l'innocuité de la naloxone, Oui, c'est un médicament extrêmement sécuritaire. même si on se trompe. Disons que la personne fait un AVC ou un coma diabétique avec des symptômes qui ressemblent et qu'on lui donne de la naloxone. Il se passe quoi? Il ne se passe absolument rien de grave. Si la personne n'est pas intoxiquée aux opioïdes, la naloxone ne lui fera aucun mal. C'est rassurant pour le secouriste qui hésite à l'utiliser. Très rassurant. C'est pour ça que l'arbre de décision du protocole est assez direct. Il se base sur une chose, la respiration. Séparons ça en deux cas de figure. Premier cas, la respiration est absente ou agonale. Dans ce cas, on commence immédiatement la RCR, la réanimation cardio-respiratoire. On administre l'analoxone par voie intranasale, on utilise le défibrillateur externe automatisé, le DEA, et on continue la RCR. On n'attend pas que la naloxone fasse effet pour masser le cœur. Surtout pas, il faut faire circuler le sang. Et le deuxième cas de figure, si la respiration est présente. Là, on positionne la personne, on administre la naloxone et on la met en position latérale de sécurité, la fameuse PLS, pour dégager ses voies respiratoires. Mais on parlait de la contrainte de temps tout à l'heure avec le bouton pause. L'effet de la naloxone ne dure pas éternellement. C'est le danger principal. L'effet de l'antidote dure entre 20 et 90 minutes selon les métabolismes. Et les opioïdes dans le sang? Eux, ils peuvent survivre bien plus longtemps à l'antidote. Une fois que la naloxone se dissipe, les opioïdes reprennent le contrôle du cerveau et la personne peut replonger en arrêt respiratoire. C'est effrayant. Ça rend l'appel aux urgences non négociable, même si la personne se réveille et a l'air d'aller super bien. Obligation absolue d'appeler le 911, oui. Mais avec tout ça, on peut imaginer qu'un collègue ait peur d'intervenir. Peur de mal faire, de casser une côte pendant le massage cardiaque ou d'avoir des problèmes légaux s'il donne un médicament. C'est une peur humaine, mais le manuel mentionne un bouclier juridique très clair au Québec. La fameuse règle du bon samaritain. Exactement. Elle est inscrite dans le Code civil du Québec. Elle offre une protection légale complète aux secouristes qui interviennent de bonne foi. Donc on ne peut pas être poursuivi pour avoir essayé de sauver une vie. Non, sauf en cas de négligence intentionnelle ou grossière, évidemment. Mais pour une intervention de secourisme standard, la loi protège celui qui agit. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au final? Ça signifie que le monde du travail a changé. Clairement. Les protocoles 8.1 et 8.2 nous montrent que le secourisme aujourd'hui, c'est plus juste mettre un pansement sur une coupure ou de la glace sur une brûlure. Ça exige une conscience super aiguë de la chimie, qu'elle soit industrielle, avec nos solvants et le cyanure, ou pharmacologique avec la crise des opioïdes. Savoir repérer des pupilles minuscules ou comprendre qu'il faut un masque à valve pour les RCR, c'est littéralement un super pouvoir. Et un super pouvoir qui peut sauver une vie en usine, dans un bureau ou même dans la rue. C'est vraiment une nouvelle réalité à laquelle il faut s'adapter. Et cela soulève une question importante pour ceux qui nous écoutent, une question de fond. Je vous écoute. Face à l'évolution constante de notre environnement toxique, qu'il s'agisse des nouveaux composés industriels ou des drogues synthétiques surpuissantes, on peut se demander si notre approche réactive sera toujours suffisante. Vous voulez dire les premiers soins? Oui. Devrons-nous un jour repenser entièrement la conception même de nos lieux de travail à la base pour rendre ces interventions d'urgence de secourisme complètement obsolètes? C'est une excellente réflexion pour clôturer cette analyse. Prévenir le danger à la source, plutôt que de courir après avec des antidotes. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui sur les chapitres d'intoxication de la CNSST. Merci de nous avoir accompagnés. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.